La légende fait du prophète Mani, fondateur du manichéisme, le plus ancien et le plus grand des peintres de l'Iran. Les images nées de son pinceau auraient exercé un charme assez puissant pour convertir les foules à la religion qu'il prêchait. De cette œuvre, rien n'a survécu. Pourtant, les manuscrits manichéens retrouvés par fragments dans les sables d'Asie centrale attestent l'antiquité de la tradition picturale iranienne. Ils datent des premiers siècles de notre ère. Déjà s'affirme un style dont l'art des céramistes de Raguès marquera plus tard la constance. Au 7e siècle, l'Iran conquis par les Arabes s'est converti à l'islam, religion qui interdit la représentation figurée. Les artistes persans continuent à peindre. Le hasard a voulu que les plus anciennes miniatures parvenues jusqu'à nous proviennent de Bagdad, la capitale des califes. Elles illustrent un manuscrit arabe du début du XIIIe siècle. Mais autour de ces voyageurs du désert survivent obstinément les symboles de l'Iran de toujours, sa poésie, son folklore, sa façon de voir et de montrer les choses. L'école de Bagdad dure peu, l'invasion mongole répand bientôt le meurtre et la terreur à travers toute l'Asie, détruisant Bagdad elle-même en 1258. L'art iranien revient alors à ses sources propres. C'est l'épopée nationale, le livre des rois de Firdoussi, cet Homère de la Perse, qui fournit aux miniaturistes leur inspiration. Simplicité de la palette, vigueur du trait, recherche d'une composition dramatique, telles sont les dominantes de cette période mongole de la peinture persane. Elle contient en germe toutes les autres. Déjà le miniaturiste interprète des poètes, choisit de s'élever au-dessus du réel. Il crée un univers imprévu dans ses formes et dans ses couleurs, affranchi des servitudes qu'impose à l'œil humain le jeu illusoire de la perspective et des ombres. La douleur de ce père à qui on annonce la mort de son fils, ou la majesté royale dans laquelle s'incarne l'idéal de la nation iranienne depuis le règne du légendaire empereur Feridoun, se situe de la sorte en dehors du temps et de l'espace. De même le drame, qui dans ce paysage nu, se joue entre le cavalier au sabre levé et le lion qui s'élance. L'anecdote prend l'accent de l'absolu. Mahomet avait défendu les images. Dans un paradis qui repose sur les rayons d'un soleil païen et que peuplent des anges fantastiques, le voici changé lui-même en flamme d'or, chevauchant la jument Borak à tête de femme. À la fin du XIVe siècle, l'Iran est de nouveau ravagé par Tamerlan le conquérant turc. La violence se déchaîne. Mais en même temps, fleurissent la poésie et les arts. Les peintres illustrent des romans d'amour. Des princesses aux yeux bridés et timides, sous un ciel d'étoiles, une architecture de Chine, un jardin persan aux fleurs merveilleuses. C'est le prince Omaï qui, venu de Perse guidé par une péri,
rencontre enfin Humayun, fille de l'empereur de Chine, qu'il aimait pour l'avoir vue en rêve. Le peintre Mirza Ghiaseddin avait visité la Chine, mais il ne fut pas le seul à subir l'influence extrême orientale présente à toutes les époques de l'art iranien. En Perse, à côté de l'amour, la morale a toujours sa place. Une morale aimable, un peu cynique parfois, un art de vivre plutôt, celui qu'enseigne ce vieillard à cet adolescent respectueux mais impatient de savourer à son tour les fruits défendus de la vie. Et cette opposition entre les deux âges de l'homme évoque, avec quelle tendresse, la fuite du temps souvent chantée par les poètes depuis Khayyam. L'alchimie des broyeurs de couleurs marie l'indigo et le lapis-lazuli dans des bleus purs et profonds. Elle multiplie la gamme des rouges, fait éclater les jaunes et les ors à côté des mauves. C'est avec un pinceau fait de quelques brins de moustache de chat que l'artiste dessine. Et il lui suffit de quelques centimètres carrés pour déployer des armées, tout en décrivant les moindres détails. Les 15e et 16e siècles, ceux de l'époque timouride, sont sans doute l'âge d'or de la miniature persane. Des légions de calligraphes et de peintres travaillent alors dans les ateliers royaux, enrichissant de manuscrits somptueux les bibliothèques de princes raffinés. Un maître domine cette école, Behzad, qui forme d'innombrables disciples. Ses œuvres seront souvent imitées ou copiées, sa signature plus souvent encore. Va-t-elle fuir? Non. Le roi retient la flèche. Il a reconnu le gardien fidèle de ses chevaux au pâturage. Tandis que retentissent les lamentations des guerriers, Alexandre s'incline sur Darius qui meurt. Un empire vient de s'effondrer. L'astrologue interroge les astres sur celui qui va naître. À travers l'univers à deux dimensions de la miniature persane, transparaît, comme dans ce petit tableau de cour, toute la pyramide sociale d'une époque. Le peuple d'abord que les gardes malmènent, les courtisans richement vêtus, les savants isolés au milieu du tumulte, et enfin, dominant de très haut la foule bigarrée de ses sujets, le prince, impassible parmi le chatoiement des tentures et des brocards. Il manquait l'ascète errant, le derviche. Le voici en marge d'un conte du poète Saadi, prêchant la vanité de ce monde. C'est en robe chinoise que Balkis, reine de Saba, visite le roi Salomon, couronné d'un cyprès de feu. Il est entouré de sa cour d'animaux du désert et de génies soumis par sa magie. Au calme jardin de l'Iran, la flamme sombre des cyprès donne leur plus belle parure. La belle Soudabé, épouse de l'empereur Keikavus, avait tenté mais en vain de séduire Siavouche, son beau-fils. Elle se vengea en l'accusant de tentatives amoureuses sur sa personne. En présence de toute la cour et sous les yeux de son père, Siavouche démontra son innocence en affrontant victorieusement l'épreuve du feu. Et le livre des rois compte qu'à son tour exposé aux flammes, Soudabé périt
victime de sa propre perversité. L'épisode que chante le poète Nézami est moins dramatique. Pour éclipser ses rivales, en équilibre instable sur son échelle, cette princesse fait parade de sa force et de son adresse devant son royal amant, Baramgour, le ver galant de l'Iran légendaire. Certains détails de cette miniature du XVIIe siècle pourraient préfigurer par la stylisation et le jeu des couleurs les recherches de nos maîtres modernes, d'un Matisse. Vêtu d'une robe de rêve, sur quel livre étrange se penche ce jeune homme? Et de quel délire de l'imagination surgit donc le baroque univers qui l'entoure? Toute son âme déborde dans l'ivresse de la poésie, du vin, de la musique et de l'amour. Les objets quotidiens, l'humble journée du paysan dont les heures s'enchaînent au rythme des travaux, savent aussi retenir le regard du miniaturiste. C'est avec la même sincérité que le peintre de cour se fait peintre de la réalité populaire. Ce pourrait être un Bruegel. Il ne s'agit pas d'une émeute, on fait seulement place au seigneur du lieu qui vient avec ses amis présider la fête champêtre. On a attendu qu'il arrive pour tuer le mouton que le boucher est en train d'écorcher. Le boulanger et le cuisinier s'affairent. Même en ce jour férié, le maître d'école fait du zèle, mais son élève a la tête ailleurs. Il préférerait sans doute lui aussi grimper dans les arbres. Avec le XVIIe siècle, s'achève l'époque classique de la miniature persane. Les peintres iraniens avaient déjà essaimé dans tout l'Orient et notamment en Turquie. Les meilleurs d'entre eux, attirés par le faste de la cour des grands Moghols, cherchent désormais fortune aux Indes. Ils y transforment leurs manières et de la décadence qui se laissait pressentir, surgit l'extraordinaire montée de sève d'une école nouvelle. Ils découvrent un monde insoupçonné, des types humains différents, d'autres costumes, une architecture exotique, une atmosphère dont la densité et la violence contrastent avec la douceur de l'Iran.
les décors traditionnels de rocaille, les personnages sont traités avec plus de réalisme. L'esthétique évolue d'ailleurs sous l'influence des tableaux et des gravures que déjà l'on importe d'Europe. Les ombres apparaissent, avec elles la tentation de la perspective. La végétation et la lumière des tropiques font passer dans les couleurs leur ton moite et une gravité toute charnelle. Mais dans l'Inde aussi bien qu'en Perse, l'art de la miniature connaît ses derniers jours. Le XVIIIe siècle a introduit en Orient l'usage de l'imprimerie. Le manuscrit fait place au livre. La gravure détrône l'enluminure, dont peu à peu la tradition se perd, après un crépuscule magnifique. Des techniques nouvelles apparaissent, un autre art pictural va naître, désormais en constant échange avec l'Occident.